toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Smart Job, c'est toujours en direct du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, manager, soyez optimiste. Voir le verre à moitié plein peut vous aider à engager et à motiver vos collaborateurs. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec mon invité. Smart et Réglo, le Management Package, ces outils qui permettent d'intéresser au capital les managers et dirigeants d'une entreprise. Le point sur les différents outils et leurs enjeux avec une avocate. La pause café, le burn-out ou quand le travail est en panne de sens, décryptage et solutions avec Sybille Aoudjan. Le cercle RH focus aujourd'hui sur le secteur de la restauration, un secteur dans l'attente de la réouverture. Si nous, c'est vrai, on s'y voit déjà, comment les restaurateurs, eux, s'organisent-ils alors que les modalités restent plutôt floues à cette heure-ci? Nous ferons le point sur ce plateau avec mes invités. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi avec ces petits ou grands mensonges que l'on peut glisser comme ça, l'air de rien, dans nos CV. Des CV revus et corrigés en période de crise, c'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Soyons optimistes. Bien dans son job avec Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes spécialiste en optimisme managérial, conférencier, coach de dirigeants. En fait, vous prenez les bienfaits d'un management bienveillant, optimiste aussi, positif. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une période faite d'incertitudes, notamment en raison de cette crise sanitaire et économique. En quoi l'optimisme managérial peut nous aider et en quoi ça peut être décisif pour l'activité d'une entreprise à l'heure actuelle? Je crois déjà il faut revenir à la définition de l'optimisme comme du pessimisme. C'est une vision sur le futur. Ça veut dire, est-ce que j'ai confiance dans le futur ou est-ce que j'ai défiance dans le futur? Est-ce que moi, dans ce futur-là, je pense que je vais pouvoir me développer ou au contraire, je vais régresser, ça va être très, très compliqué. Et par rapport à ça, l'optimisme managérial, ça va être la façon de voir ce futur, la façon de développer ce futur, la façon d'engager ses équipes sur le futur. Vous savez qu'une entreprise, elle est soumise à des forces de pression, des événements, et comme le dit Épithète, par exemple, qui nous dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Donc par rapport à ces événements, moi en tant que dirigeant, je vais aller chercher les solutions plutôt que les problèmes, je vais aller chercher le positif plutôt que le négatif, et je vais aller chercher les opportunités plutôt que les menaces. Et ce que je fais en ce moment avec mes clients, c'est que je les fais travailler sur les opportunités et les solutions que peuvent apporter le Covid pour leur entreprise. Sauf que les difficultés, l'échec existe à l'heure actuelle. Quelle posture on va adopter face à l'échec ? Ben, l'échec existe. Alors l'échec, il faut savoir que est-ce que l'échec est une difficulté? Oui. Est-ce que c'est une contrainte? Oui. Mais c'est aussi un diplôme. C'est aussi une façon de se relever. C'est-à-dire que l'échec, on la voit. On ne l'efface pas. On ne l'efface pas. C'est-à-dire que je vais travailler sur l'échec. L'échec me permet de me développer. On sait très bien qu'il y a de grandes inventions qui ont été faites sur la base d'un échec. Et en fait, à partir du moment où j'ai pas voulu que ça soit définitif, j'ai regardé là encore les solutions et les opportunités que ça peut donner à l'entreprise et je développe de nouveaux produits et de nouveaux concepts. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe une incertitude très forte de la part de nos dirigeants. Cette incertitude, elle est aussi sur mes collaborateurs. Et moi, en tant que dirigeant, je dois donner confiance à mes collaborateurs, donner confiance à mes clients, donner confiance aussi à mes fournisseurs et peut-être même à mon banquier. Donc il vaut mieux que j'ai une vision optimiste du futur plutôt qu'avoir une vision pessimiste. Je ne pense pas que le banquier me prêtera de l'argent si je lui dis que tout est foutu. C'est ça l'enjeu, c'est d'essayer d'insuffler une force motrice pour essayer d'engager avec vous vos collaborateurs dans quelque chose de plutôt positif. Oui. De les motiver, de leur donner peut-être de l'espoir aussi. C'est ça, moi je l'ai découvert à l'âge de 26 ans. En fait, à 26 ans, on m'a nommé directeur général d'une société de 75 salariés qui était en très très grosse difficulté. J'avais peu de compétences managériales,
Mais en fait, je me suis dit que si j'arrivais le matin en faisant la tête, en étant défaitiste, en n'y croyant pas, ça n'allait pas fonctionner. Vous n'allez pas donner envie. Ça que je n'avais pas donné envie. Et donc, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai dit, je vais arriver en étant positif, en étant souriant, en donnant des poignées de main. Bon, là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais oui. avec un vrai regard. Le sourire derrière le masque. Le sourire derrière le masque, etc. Les yeux, effectivement. Et surtout, je suis parti d'un concept, c'est que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et donc, j'ai interviewé mes 75 salariés et derrière, on avait créé un plan de développement et on est allé de l'avant. C'est ça l'optimisme, c'est de se dire, plutôt que d'aller sur le recul, c'est d'aller sur l'avancée. Comment je peux faire que mon entreprise se réinvente, revoie sa stratégie, revoie son cadre de référence pour soulever les nouveaux challenges qui vont arriver demain, qu'on ne connaît pas encore en plus. Concrètement, le manager positif, comment il se comporte avec ses collaborateurs? Quelles sont ses qualités? Déjà, il encourage. Déjà, il encourage et il est plutôt sur les points forts plutôt que sur les points faibles. Vous savez que souvent, on travaille les points faibles, mais il faut mieux travailler les points forts d'une entreprise. Il va chercher pourquoi on n'a pas réussi quelque chose. Il va donner toujours une vision positive de qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux inventer de nouveaux quelque chose. Et surtout, ce qu'il fait avec ses collaborateurs, c'est qu'il travaille en hyper participatif. Aujourd'hui, si je ne donne pas confiance à mes collaborateurs, si je n'ai pas un management de proximité, ça va être très très compliqué. Donc ça veut dire que on renverse en fait la hiérarchie, j'allais dire un peu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de verticalité, on parle aussi d'horizontalité, mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a une verticalité inversée. Ça veut dire que c'est mes collaborateurs qui vont me donner les solutions. C'est mes collaborateurs qui vont me donner peut-être le processus, et moi je vais donner le cap. Et je vais donner le cap par rapport effectivement à une vision plutôt optimiste du futur en disant allez, on va s'en sortir. Donc là on s'éloigne quand même du statut de leader. Mais le leader, c'est la personne qui écoute. Le leader, c'est la personne... Donc il est dans l'écoute, donc leader positif. Leader positif, voilà. Le leader, c'est la personne qui, après, va prendre la décision, va prendre le cap, mais par rapport à une discussion globale, une discussion générale. Quand on a des entreprises de 50, 100, 150 salariés, ça veut dire j'ai 50, 100, 150 intelligences. J'ai 50, 100, 150 visions différentes de l'entreprise. Et si j'arrive à agréger tout ça, c'est ça le manager positif, le leadership positif et le leadership optimiste. Un leadership positif, oui. Quelqu'un d'ouvert. Oui. Est-ce que l'optimiste est forcément plus humain ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Il me semble, mon slogan, c'est construire un monde optimiste. Je crois qu'un monde optimiste, c'est un monde de bienveillance, un monde de respect, un monde de paix. Et je le fais par l'intermédiaire des entreprises. Je pense que les entreprises ont une mission forte en ce moment, c'est de redonner confiance au monde. 100% des personnes sont dépendantes de l'entreprise, qu'on soit enfant ou qu'on soit retraité. On est dépendant de l'entreprise. Et par son management, par ses valeurs, par sa mission, par sa vision, je pense qu'une entreprise peut redonner confiance au monde. C'est est-ce que je crée du produit qui sert à quelque chose ? Est-ce que je suis dans... Moi, j'ai une valeur importante que je mets en place dans les entreprises, c'est l'altruisme et l'humanisme. Est-ce que l'entreprise, bien sûr, elle est là pour vendre, mais elle est aussi là pour donner. Elle est aussi là pour permettre le développement. Et je pense que cette entreprise-là a de l'avenir. Et... que pensez de l'humour ? Est-ce que l'humour peut être un outil aussi pour le manager pour mieux faire passer les idées, donner confiance, entraîner avec lui ? Le vrai humour, oui. Pas l'humour cynique. Non. Le vrai humour, oui. Bien sûr. Le fait, à partir du moment où je vais mettre de la décontraction de l'entreprise, à partir... rien n'est sérieux dans ce monde et tout est sérieux. C'est-à-dire que je peux faire un travail sérieusement sans me prendre au sérieux. Et moi, j'ai une expression, c'est que la vie est un jeu. Et par rapport à ça, c'est bien sûr que l'humour va être... Le rire vont être capital pour donner du moral, donner du mental et puis donner un peu d'espace et de respiration. Puis donner envie qu'on travaille avec vous aussi. Puis envie qu'on travaille avec vous. Alors c'est vrai qu'avec la distance, le télétravail, la pandémie a pas mal bousculé les méthodes de management. De la posture aussi face à ses collaborateurs. L'optimisme, c'est inné ou ça peut s'apprendre, voire se travailler ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors si je vais prendre Alain, Alain, le philosophe du bonheur que vous connaissez, qui nous dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Ouais. C'est plus facile d'être pessimiste que d'être optimiste. La nature humaine est faite comme ça, c'est-à-dire qu'on est
souvent sur la peur, sur la crainte, et donc c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste. En plus, bon, c'est pas à vous que je vais le dire, mais il y a parfois, si je regarde certaines émissions, c'est un peu compliqué. Si j'entends nos personnes sur les plateaux, c'est parfois aussi compliqué d'être optimiste, parce que souvent, ce qu'on achète, c'est le pessimisme. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux très bien me laisser aller et dire, tu vois, on ne va pas y arriver, et ça, je vais avoir une attitude pessimiste. Je peux avoir une attitude optimiste qui dit, non, moi, je ne vais pas me laisser aller. On va se redresser, on va y aller, on va se réinventer. Et là, ça s'apprend. C'est un travail au quotidien d'être optimiste. C'est toujours de se dire, quel que soit l'événement, je vais aller chercher le positif, l'opportunité et les solutions. C'est un travail au quotidien, c'est une façon de penser. On sait très bien que mes pensées vont engendrer mes émotions, et qu'aujourd'hui, le dirigeant ça conditionne en fait, finalement, beaucoup de choses. Et le dirigeant, aujourd'hui, ce qu'il doit manager, c'est les émotions de ses collaborateurs. Vous connaissez ça, hein, il y a deux types d'émotions. Les émotions limitantes, qui sont appelées les émotions de rejet. J'ai plus envie de vous suivre. J'ai plus envie d'être dans votre aventure. Ou j'ai les émotions dynamisantes, appelées les émotions d'adhésion. J'ai envie de participer avec vous dans cette aventure-là. Alors, est-ce que le risque, finalement, du manager optimiste, c'est pas de se retrouver un petit peu à contre-courant, surtout dans une situation qui peut être très délicate dans une entreprise, je ne sais pas, par un contexte de plan social où il y a des licenciements, des départs. Est-ce que, voilà, il n'y a pas un décalage, finalement, où on va dire, il est trop idéaliste? Il n'y a pas... Alors, c'est souvent, on me dit, mais moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de pessimiste réaliste ou d'optimiste idéaliste. C'est-à-dire que les deux voient la même réalité. C'est la façon d'aborder cette réalité qui va être différente, totalement différente. Je voudrais vous citer un exemple que j'ai entendu hier ou avant-hier à la télévision, sur l'ARN messager. L'ARN messager, c'est quand même... une découverte qui a été faite en France. Mais comme nous sommes un peuple plutôt pessimiste, avec en plus le principe de précaution... Oui, nous, on est dedans. Particulièrement pessimiste. On est dedans, voilà. Avec ce principe de précaution qui tue toute créativité, etc., on n'y a pas cru à l'ARN messager. On n'y a pas cru. 60 ans que les Français, avec le professeur Monod, ont découvert cette solution-là. On n'y a pas cru. Ça, c'est du pessimisme. Alors que d'autres entreprises, elles, ont pris leurs risques. Elles y ont cru. Et aujourd'hui, forcément, elles sont gagnantes. Donc, optimiste et prendre des risques. Et oui, l'optimiste, c'est quelqu'un qui va prendre son risque. Il peut perdre, bien évidemment. Bien, ça peut ne pas marcher, mais il va prendre son risque. Merci Jean-Philippe Ackermann. C'est moi qui vous remercie, avec plaisir. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste en optimisme managérial, conférencier et coach de dirigeants. Merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Paris, sur notre plateau. Optimiste ou pas, le manager peut être récompensé au titre de son implication dans l'entreprise, entrée au capital via le management package. Un outil de rémunération parfois méconnu. Petit éclairage tout de suite avec une avocate, c'est dans Smart & Réglo. Smart & Réglo, nous nous intéressons aujourd'hui au management package et je reçois à distance Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors vous êtes avocate en droit social au sein du cabinet Franklin. Merci d'être avec nous à distance. Le management package, concrètement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a une notion assez vague, mais finalement il y a beaucoup d'instruments dans ce concept assez flou. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'ai beaucoup de mal à... On vous entend parfaitement. Ok. Alors, le management package, c'est quoi? C'est un dispositif qui va vraiment permettre aux managers, aux forces vives d'une entreprise, de pouvoir évoluer et rentrer dans le capital dans le cadre d'une opération d'investissement qui peut être réalisée par l'entrée d'un fonds d'investissement, par exemple, et sous réserve d'atteindre un certain objectif ou des objectifs, réaliser une plus-value. Donc, c'est un véritable outil d'intéressement, de motivation et de partage de la valeur au sein de l'entreprise. C'est ça l'objectif, c'est motiver un manager à se dépasser. En fait, c'est lier les intérêts de l'entreprise à celui du manager aussi. Oui, exactement. Lorsque l'on voit qu'aujourd'hui, surtout dans le monde et dans le contexte de crise dans lequel on évolue, les sociétés ont beaucoup de mal et les entreprises ont beaucoup de mal à faire face au contexte, on réalise que les managers sont les personnes qui sont vraiment
face aux difficultés et qui les affrontent. Il semble donc normal de les faire participer de manière effective à la croissance de l'entreprise. Alors, il y a d'une part des instruments gratuits comme les stock options et d'autre part des instruments payants. Oui, alors en fait, le management package, c'est un ensemble d'outils. Vous allez avoir effectivement les instruments financiers qui vont être élaborés par une combinaison d'outils, que ce soit des outils gratuits, comme les actions gratuites, les stock options ou les BSPCE, ou des outils payants qui vont nécessiter un investissement financier de la part du manager, mais qui va être toujours mesuré. Néanmoins, ces instruments financiers impliquent un aléa, un risque, et la combinaison des deux va permettre d'avoir un dispositif financier qui peut, lorsqu'on a atteint un certain nombre d'objectifs, conduire à un gain réel. Comment on peut ajuster justement les niveaux de participation et donc d'intéressement financier en fonction d'une évolution de performance? Eh bien, en fait, en fonction d'un business plan qui va être réalisé par les managers eux-mêmes et qui va être discuté avec l'investisseur financier et qui va être retranscrit dans un document qu'on appelle un pacte d'actionnaires et qui va permettre d'allier et d'aligner certains intérêts, donc celui des managers et celui de l'investisseur financier. Alors, des fois, on peut être manager et partir. Donc, en cas de départ, quelles sont les modalités de cession? Alors, le pacte d'actionnaires, le document qui va vraiment permettre de retranscrire les intérêts des managers et de l'investisseur financier, va notamment prévoir un dispositif de départ, suivant le cas de départ. Donc, c'est ce qu'on appelle les clauses de leaver. Donc, vous allez avoir les clauses qui vont régler les cas de licenciement pour faute grave, qui sont très mal perçus, Oui. en opposition, par exemple, à un cas de départ lié à un départ en retraite, où on voit que le manager est resté jusqu'au bout. Donc, vous allez avoir généralement un mécanisme de décote pour les salariés qui partent dans ce qu'on appelle un mécanisme de bad leaver et un mécanisme de surcote ou d'absence de sanction sur le cas de départ à la retraite, par exemple. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir dans le cadre d'une négociation justement du management package? Donc, au tout début. Alors, disons que généralement, on recherche vraiment deux notions, l'équilibre et l'alignement entre les partenaires financiers et contractuels. Les points de vigilance, c'est justement de négocier et de définir avec précision un certain nombre de clauses et également les mécanismes financiers et comptables. Donc, il faut vraiment être assisté par des spécialistes financiers qui vont permettre de valider le business plan pour pas que les objectifs soient inatteignables, parce que ça serait désastreux pour l'ensemble des parties, et également permettre aux managers d'avoir un pacte d'actionnaires et un mécanisme financier et contractuel compréhensible, parce que généralement, les managers sont des salariés qui vont devenir actionnaires. Donc, il faut avoir Il y a une double un langage casquette. clair à leur égard. Il y a aussi une clause spécifique, je pense notamment à une clause d'exclusivité ou de non-concurrence. Alors, le pacte d'actionnaires peut effectivement prévoir des limitations de certains droits à l'égard des managers. Et tout ça s'inscrit dans le mécanisme de la gouvernance de l'entreprise dans le cadre de l'opération d'investissement, ou LBO. Et vous pouvez effectivement avoir des clauses de non-concurrence pour pas que les managers qui quittent l'entreprise aillent chez un concurrent. Il y a aussi le risque, c'est de devoir requalifier sa plus-value de cession en salaire. Oui. C'est l'administration fiscale, l'URSSAF, généralement, qui passe par là. Comment on peut s'en prémunir? Est-ce que c'est fréquent? Alors, quand on vous demandiez tout à l'heure s'il y avait des précautions à prendre, je crois que c'est la précaution principale, à savoir mettre en place des outils financiers, mais également contractuels, qui ne conduisent pas à la requalification. Et le risque de requalification trop fréquente à terme, c'est un déplacement Alors, le risque de requalification, c'est la requalification de la plus-value en salaire par le biais de l'administration fiscale ou par l'URSSAF, effectivement. Alors, est-ce que c'est fréquent?
disons que comme on fait attention maintenant à créer quand même, à ce que le dispositif soit vraiment soumis à un aléa, un investissement personnel et à risque des managers, si ces conditions sont remplies et si on fait attention tout au long de l'opération à ce que ces mécanismes soient sécurisés entre guillemets et ces risques-là aussi, eh bien cela permettra dans une certaine mesure d'éviter le risque en tant que tel. Mais on ne peut jamais rien garantir. Ce sont les aléas, justement. Oui. Merci beaucoup Myriam de Gaudussian, avocate, Merci. je le rappelle, en droit social au sein du cabinet Franklin et Associés. Merci d'être intervenue à distance. Vous viendrez, j'espère, en physique sur notre plateau bientôt. Avec plaisir. C'est l'heure d'une petite pause café. Vous connaissez peut-être le burn-out, oui. Le bore-out, c'est quand vous passez vos journées à tuer le temps. Mais est-ce que vous connaissez le brown-out ? Je ne sais pas. En tout cas, Sybille Aoudjan nous en dit plus dans une poignée de secondes. La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle pause café. Vous vous êtes intéressée à ce nouveau danger qui guette les entreprises et leurs collaborateurs, le brown-out. Le brown-out, voilà comme vous le disiez après le burn-out. Le bore-out, c'est au tour du brown-out de mettre le doigt sur un mal-être au travail. Cette expression anglaise désigne au départ pour les appareils électriques une diminution de l'intensité dans le but d'éviter la surchauffe. C'est un manque de jus, une chute de tension. Donc on comprend vite comment appliquer cette notion au monde professionnel. C'est le manque de sens dans ces missions qui résulte d'une baisse de l'engagement du collaborateur. On pourrait appeler ça une démission mentale du poste. Le salarié ne se préoccupe plus de la qualité de son travail. Il se demande en somme qu'est-ce que je fais là. Donc contrairement au bore-out qui est un épuisement du salarié par l'ennui, contrairement au burn-out qui vide le collaborateur de son énergie du fait de la pression qu'il subit, le brown-out laisse l'employé tout à fait alerte et capable mais totalement démotivé et désengagé. Les tâches effectuées sont considérées comme dévalorisantes au regard des connaissances et des expériences acquises. C'est pas simple parce que c'est quand même très intériorisé en fait. Comment on peut déceler qu'on est en situation de burn-out ou le déceler chez quelqu'un d'autre d'ailleurs? Voilà, c'est là la difficulté. Ce sont des crises silencieuses. Les conséquences peuvent être très diffuses sur le temps long, beaucoup moins violentes que le burn-out. Déjà, le terme est très récent, ce qui montre que le mal-être vient d'être conscientisé. En 2013, l'anthropologue américain David Graeber a initié une notion intéressante, les fameux bullshit jobs. Ces métiers considérés comme inutiles, voire aliénants, qui permettent surtout de maintenir la courbe de l'emploi stable. Puis le terme brown-out est utilisé par Michael Kibler, qui publie un article dans la Harvard Business Review en 2015 appelé « Empêchez vos stars les plus performantes de perdre la passion de votre travail ». Il remarquait le fait que la crise est plus fourbe dans un sens où elle n'est pas visible. Donc plus concrètement, les ressentis peuvent varier. Sentiments d'inutilité, perte d'attention, démotivation, trouver tous les prétextes pour ne plus aller travailler. Et dans les formes les plus graves, ce glissement peut avoir des effets psychologiques importants, des formes fortes d'anxiété, voire de dépression. Alors bien sûr, ce n'est pas évident de trouver le poste qui correspond parfaitement à votre personnalité professionnelle. Certains remarquent seulement en cours de carrière, qui sont boostés seulement par le défi, par l'évolution, par les objectifs concrets. Le sens au travail est en fait une affaire infiniment intime qui ne correspond pas à une règle absolue. C'est ce qui motive d'ailleurs de nombreuses reconversions. Il y en a quand même pas mal en ce moment, puis des envies surtout. Est-ce qu'on est nombreux à ressentir justement cette perte de sens, à vouloir retrouver un chemin, de trouver quelque chose qui nous anime en fait? Oui, c'est Deloitte qui a mené l'enquête en 2017 sur plus de 2300 personnes. Il faut déjà donc donner une définition, comme je disais, au mot sens. Les interviewés pensent à utile, éthique, cohérence, contribution, compréhension et valeur. Et effectivement, ils sont nombreux à ressentir une baisse de sens dans leur métier. 55% d'entre eux pensent que le sens au travail s'est dégradé. C'est plus ou moins fort selon les générations. 35% des moins de 30 ans ressentent cette baisse. 52% entre 30 et 40 ans. Et cela progresse au fur et à mesure des générations. Pour les plus de 40 ans, le pourcentage s'élève à 57%, avec un pic particulièrement significatif entre les 45 et 50 ans qui considèrent à 67% que le sens s'est dégradé dans leur métier.
Pour eux, c'est le manque de reconnaissance et le processus d'évaluation qui sont les deux arguments majeurs qui contribuent à la perte de sens au travail. Donc c'est aussi la responsabilité des entreprises. Alors, les entreprises peuvent agir déjà pour garder ces équipes motivées. Ça fait partie des bons atouts des managers et des entreprises. Pour cela, ils ne doivent pas hésiter à communiquer sur les objectifs des missions et surtout intégrer le travail du salarié dans une stratégie globale. Faire un tableau Excel ou un PowerPoint, ça n'a pas forcément de sens en soi, mais il s'inscrit dans une logique d'entreprise. Le salarié doit comprendre que sa pierre participe à construire un édifice. Plusieurs facteurs permettent de les valoriser, rendre les membres d'une équipe plus autonomes, prendre des décisions de manière collaborative. On peut aussi imaginer des plateformes pour mettre en commun les idées innovantes. Bref, les idées sont assez nombreuses pour inclure le collaborateur au sein de l'entreprise. Alors on le disait, c'est quelque chose d'assez intériorisé. Qu'est-ce qu'on fait si on ressent ces symptômes ? Cette perte de sens? Alors la chose la plus sage à faire, mais aussi la plus difficile, c'est d'en parler à son manager. Il pourra vous donner des missions qui correspondent plus à vos critères, voire vous rediriger vers un poste au sein même de l'entreprise plus adapté. Et surtout en argumentant sur le fait que vous serez bien plus productif avec d'autres missions. Vous pouvez aussi discuter de votre implication au sein de la vie de l'entreprise. Cela peut avoir un impact important, même si ça peut être considéré comme secondaire. Et si ce n'est pas possible de faire évoluer votre poste, imaginez une reconversion professionnelle peut être la clé. Et selon la gravité du burn-out, consulter un médecin ou un psychologue peut bien sûr être nécessaire pour vous soutenir dans cette étape. L'importance de parler, et puis la reconversion, peut-être la clé. Merci beaucoup, Sybille. Merci, Fanny. On se retrouve demain. À la même heure à peu près, pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, le Cercle RH, notre débat quotidien. On va parler des restaurateurs plongés dans une crise sans précédent, avec une activité fortement ralentie, voire totalement interrompue depuis plusieurs mois déjà, alors qu'une réouverture est évoquée pour la mi-mai, réouverture de certaines terrasses. Comment s'organisent les restaurateurs? Quel impact la crise aura-t-elle sur les recrutements de demain, sur le modèle même de la restauration? On fait le point avec mes invités tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous. Retour sur le plateau de Smart Job avec le Cercle RH, notre débat quotidien. Et on parle aujourd'hui du secteur de la restauration. Sur ce plateau, à mes côtés, Romain Vidal, secrétaire général du GNI Île-de-France. Bonjour Romain. C'est le groupement national des indépendants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez une vision panoramique du secteur et de tous les acteurs. Vous êtes vous-même acteur, puisque vous êtes le directeur d'une brasserie, c'est ça, le Sully, dans le 4e arrondissement de Paris, donc en première ligne. On va parler de cette réouverture, comment vous la préparez. Face à moi, Jean Valfort, fondateur et CEO de Panorama Group. Vous êtes le précurseur des Dark Kitchen, ce concept, ces cuisines fantômes, ou plutôt ces cuisines sans salle entièrement dédiées à la livraison. C'est un concept que vous avez initié, en tout cas accompagné en France dès 2018, donc avant la pandémie. Vous avez à cette heure 5 marques virtuelles, puisqu'on appelle des hubs. C'est quoi? C'est un réseau de cuisines? Les cuisines, en fait, les cuisines d'où partent les marques virtuelles. Donc vous en avez 4 dans Paris et ses environs. Vous en avez une à Bordeaux également et une 6e qui est testée actuellement à Nice, c'est ça? Et une à Lille, qui vient d'ouvrir. Et une à Lille, ouais. Avec des cuisines ouvertes, je crois, c'est ça? Avec des cuisines ouvertes. Passer et voir... Sortir du côté dark, justement. Du côté, on aura l'occasion d'en parler, je pense. Et puis, à côté de moi, Célia Tinck, secrétaire générale du Collège culinaire de France. Bonjour. Collectif fondé en 2011 par 15 grands chefs, collectif plutôt militant qui est indépendant aussi, je le précise, qui rassemble plusieurs milliers de restaurants, de producteurs également, producteurs artisans, autour d'une responsabilité, celle de transmettre la convivialité, le lien social à travers le bien manger pour tous. Vous êtes acteur, observateur, en tout cas vous êtes au contact des restaurateurs. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il actuellement, Célia? C'est une bonne question. Je pense que ça fait maintenant plus d'1 an que les restaurateurs font partie des gens les plus touchés par cette crise, puisque même si les études n'ont pas réussi à montrer de lien direct, le fait effectivement de se retrouver dans des lieux souvent fermés, sans masque,
Le gouvernement a pris la responsabilité d'attendre le plus longtemps possible pour les réouvrir. Donc là, les personnes sont inquiètes, ont envie de réouvrir. Les patrons de restaurants ont envie de réouvrir. Ils ont envie de réouvrir pour eux. Ils ont envie de réouvrir pour leurs producteurs artisans avec lesquels ils travaillent. Ils ont envie de réouvrir pour leurs clients qui sont demandeurs. On vient de faire un sondage qui montre que les Français attendent de pouvoir retourner au restaurant avec impatience. Et aussi, et on en reparlera peut-être plus tard, mais pour leurs équipes, parce que ça va demander une certaine énergie de retrouver les équipes, de les remettre au travail, de les réimpliquer dans cette passion de cuisiner et d'accueillir du client. Romain Vidal, est-ce qu'il y a de l'espoir, de l'optimisme, ou justement c'est de jeter un petit coup d'œil aussi sur tout ce qui vient de se passer, peut-être des situations parfois au bord de l'asphyxie, ou justement beaucoup d'espoir avec une activité qui va enfin pouvoir redémarrer? Alors c'est vrai que si on fait le bilan aujourd'hui, on était plutôt en attente, on était fermés pour la plupart. On avait des aides qui nous permettaient de survivre. Malgré ces aides, on beaucoup s'endettait quand même à une époque. Il ne faut pas oublier que les aides sont vraiment arrivées à la fin de l'année dernière. Donc on a eu quand même plusieurs mois juste avec 1 500 € pour pouvoir faire vivre un établissement et toutes ses charges. Donc on part déjà avec, pour les chefs d'entreprise, avec une grosse dette. Certains ont racheté leur fonds de commerce, on peut même dire. Donc ça fait quand même très mal. Mais avec beaucoup d'optimistes, non aussi, puisque c'est un métier de passion, de combat. Donc on a envie d'y croire, on a envie d'ouvrir. On voit le personnel, beaucoup demandent de retrouver ce lien social. Et donc on a vraiment hâte de pouvoir reprendre tout ça. En fait, il y a les clients d'une part et les restaurateurs se rejoignent sur cette envie de se retrouver aussi à la réouverture. Jean Valfort, quel impact a eu le contexte de fermeture, je pense notamment au premier confinement, sur votre activité? Ça a donné un véritable coup de boost, mais en même temps, vous avez dû aussi, vous adapter aux contraintes et notamment aux protocoles sanitaires. Alors je pense que c'est important de préciser qu'avant de faire des dark kitchens, on a quand même aussi des restaurants traditionnels. Oui, c'est vrai. On en a 6 qui sont tous fermés depuis 1 an ou presque. Donc sur notre activité, coup de frein énorme. Vous aviez en parallèle justement ces deux activités côté cuisine sans salle et avec salle. On avait envisagé l'émergence de la livraison depuis pas mal de temps déjà. On avait testé dans nos restaurants traditionnels, puis on était passé sur un modèle spécialisé avec de la livraison uniquement depuis des restaurants faits pour la livraison. Donc on ne fait pas du tout de livraison dans nos restaurants traditionnels aujourd'hui. Donc les restaurants traditionnels, évidemment, comme disait Romain, aujourd'hui c'est fermé, on s'est réendetté pour les maintenir à flot, c'est extrêmement difficile. Et ça commence à être vécu un peu comme une injustice aussi d'être fermé comme ça aussi longtemps. Avec un calendrier qui est très flou en fait. Voilà, on a l'impression qu'en fait on peut ouvrir un restaurant comme ça en nous prévenant 2 jours à l'avance et en nous disant 2 jours avant aussi il va falloir refermer. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, ça se prépare, c'est très long, donc genre là on travaille à l'aveugle, c'est très compliqué. Sur la partie livraison, bien sûr, il y a eu un effet énorme, notamment au tout début du confinement quand on est resté ouvert et que tout le monde, même ceux qui faisaient de la livraison et qui commencent à en refaire aujourd'hui, avaient fermé parce que sous l'effet du choc, n'avaient pas pu rester ouvert. Nous, on a pu, une partie des équipes des restaurants traditionnels sont venus nous prêter main forte, donc ça a été bien encaissé. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une habitude qui s'est prise, je pense qu'il va perdurer, de livraison. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui font la livraison et qui vont l'arrêter parce que c'est pas leur métier. Ils le font aujourd'hui parce que sinon c'est trop dur de ne pas travailler. Et du coup, on va avoir cette espèce de rationalisation de marché demain avec une baisse de l'offre, une demande qui sera peut-être un petit peu moindre, mais qui va continuer à évoluer dans le temps, puisque ça fait partie de nouvelles habitudes de consommation. Vous le disiez, voilà, la réouverture, on a un calendrier qui est très flou. On parle de la réouverture de certaines terrasses. Seulement 40% des restaurants français ont aujourd'hui une terrasse. Alors, qu'est-ce qui lancera pour les 60% restants? On ne prépare pas des équipes du jour au lendemain. Comment les restaurateurs s'organisent là, en ce moment, où on avance effectivement une date assez floue, mi-mai, et on ne sait pas du tout qui ça va concerner? On en parlait juste avant, on parlait justement de l'effet, la différence aussi qu'il y a entre, je pense, Paris et peut-être la province. Nous, on a des restaurants à Paris et en province. On a vu la grosse différence d'affluence entre Paris l'été dernier et, par exemple, Nice, où ça a été énorme, alors que Paris était vide. Donc, en plus, on a des restaurants à Paris qui n'ont pas de terrasse. Il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de places en terrasse qui ont été créées par la mairie de Paris en l'espace de moins d'1 mois. Il y a beaucoup de places qui sont toujours présentes sur la voirie et qui, du coup, font un appel d'air et aspirent les clients vers l'extérieur. Donc, effectivement, ça va être un autre problème à gérer. Quand on n'a pas de terrasse, et malheureusement, peut-être qu'on va devoir rester fermé pendant la période estivale parce que faute de business, quoi.
Quel est ce sentiment aussi des restaurateurs que vous fédérez? Oui, je pense que malheureusement, il n'y a pas deux modèles identiques, il n'y a pas deux restaurants identiques, que les contraintes de chaque restaurateur sont très différentes en fonction de la taille de l'établissement, de l'équipe nécessaire pour remettre en marche l'établissement, des contraintes effectivement de terrasse, pas terrasse, de la situation géographique. On parlait des grandes villes qui sont très impactées, et notamment de Paris, de la typologie de clientèle qu'on a. Et je pense qu'effectivement, on a déjà certains restaurateurs qui nous font part de leur... En tout cas, de leur inquiétude. Ça va dépendre un petit peu de comment se prépare la réouverture, les aides qui vont être associées à cette réouverture, mais de potentiellement, sur des villes comme Paris, de ne pas réouvrir avant la rentrée, parce que l'été, on le voit bien, là, c'est les vacances scolaires de Pâques. Il y a déjà beaucoup de personnes, de citadins qui ont quitté la ville pour aller en province, et c'est l'inquiétude que les restaurateurs ont. Et en plus, cette année, contrairement à l'année dernière, ils ont l'expérience de l'année passée, donc je pense qu'ils savent un petit peu mieux où se situer par rapport au business de chacun. D'autres restaurateurs en province, notamment sur des zones plus touristiques, vont devoir se mettre en marche pour pouvoir accueillir le mieux possible, plus de clientèle, et avec justement tout le protocole sanitaire qui aujourd'hui reste inconnu. C'est-à-dire, on connaît le protocole sanitaire qui avait été imposé il y a quelques mois. Oui, c'est ça, on ne sait pas du tout s'il y aura un système de réservation, des QR codes, un carnet de rappel. Là, on en parlait il y a pas plus tard que 3 jours. On ne sait pas du tout où on en est. Des jauges d'accueil, est-ce qu'il y en aura aussi sur les terrasses avec de la distanciation? Est-ce que finalement, on va pouvoir rouvrir? Est-ce qu'on sera rentable aussi en rouvrant, Je pense que ce qui est encourageant de voir, en tout cas, c'est que lors de la première réouverture, les modalités, en tout cas sanitaires, qui avaient été mises en place ont été quand même très respectées par les restaurateurs. Les restaurateurs se sont adaptés. Et on a vu des gens qui se sont adaptés, qui ont mis en place, on revoyait les gens remettre leur masque, on a vu de la distanciation sociale. Après, ça peut être très compliqué. Une jauge à 50%. Hier, je discutais avec un restaurateur à Vichy qui me dit d'habitude on a 20 couverts, si on me fait 50% de la capacité, avec les distanciations, je peux mettre 8 couverts. 8 couverts, vous imaginez, c'est pratiquement une table, c'est pratiquement privatiser le restaurant. Donc quel modèle économique pour un restaurateur, même si effectivement en termes de charges, de personnel, etc., ils sont 2, il y a une personne en cuisine, une personne en salle, mais 8 personnes, c'est pratiquement l'équivalent d'un repas de famille, 1 fois par jour, 2 fois par jour, puisqu'on ne sait pas encore s'il y aura des contraintes avec ouverture que le midi et le soir. En tout cas, le protocole risque d'être encore très lourd. Est-ce que ça complexifie aussi les tâches, puisqu'on parle d'emploi, des métiers? Un serveur qui va devoir faire remplir un carnet de rappel, vérifier des réservations, faire le tour avec un gel hydroalcoolique, vérifier le sens de circulation. Ça complexifie aussi les tâches de certains métiers. Alors sur le protocole sanitaire, c'est vrai qu'aujourd'hui rien n'est arrêté, tout est en discussion avec le gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin dans le protocole sanitaire, car déjà il a fait ses preuves, comme disait ma collègue, mais il a fait ses preuves, et deuxièmement, on ne peut pas faire plus dur, parce que sinon on ne serait pas du tout rentable comme vous annoncez. Le seuil de rentabilité d'un restaurant, c'est déjà en étant fermé, on est à perte actuellement pour beaucoup. Donc si on ouvre et qu'on est encore plus en perte, il va y avoir un problème de calcul pour le gouvernement et pour nos entreprises et nos salariés, puisque bien sûr nos salariés, pour l'instant ils sont toujours nos salariés grâce à l'activité partielle, grâce au chômage partiel. Donc si on veut pouvoir les reprendre demain et leur offrir un emploi demain, il faut que notre entreprise soit viable. Chose qui est donc très compliquée. Donc le protocole sanitaire, on souhaite qu'il soit exactement le même que l'année dernière, qui a fait ses preuves et qu'on connaît, que nos personnels ont été formés et maîtrisent, que la clientèle connaît aussi. C'est quand même agréable aussi de ne pas répéter les choses pour tout le monde. Les tâches, le personnel, il ne faut pas oublier que notre personnel dans la restauration, la plupart ont une formation HACCP qui est très contraignante et qui est pas très loin de la formation et des gestes de barrière qu'on met pour le Covid. Donc, nous sommes déjà formés, nous sommes déjà aptes à faire ce genre de choses. Donc, ça fait partie de notre métier d'accueil. On a toujours le sourire derrière le masque. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tâches en plus. Il faut juste que tout le monde y mette son cœur. C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir un client récalcitrant. On doit lui rappeler les règles. Mais en règle générale, que ce soit nos professionnels ou nos clients, tout le monde l'applique correctement. C'est pas du travail en plus. Le but est de retrouver vraiment une animation de nos terrasses et nos établissements en général. Il y a une vraie question aussi autour de l'emploi et du personnel. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui a lancé un appel pour les saisonniers, elle l'avait déjà fait aux vacances de février, appel lancé le 12 avril dernier. Voilà ce qu'elle dit. Je dis très clairement aux employeurs qu'ils peuvent dès à présent embaucher les saisonniers auxquels ils font appel tous les ans et les placer en activité partielle le temps que la saison démarre.
J'espère qu'il y aura plusieurs dizaines de milliers de salariés qui seront effectivement embauchés. Voilà ce qu'elle disait lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Globalement, c'est quoi? Éviter aux saisonniers, surtout des bords de mer, d'aller pointer encore à Pôle emploi. Et d'autre part, aussi permettre aux restaurateurs d'avoir une réserve d'employés. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on peut mettre une date sur des contrats alors qu'on a un calendrier qui est trop mouvant Je vais faire volontairement un peu provocateur, mais nous dire de recruter les saisonniers et de les mettre au chômage partiel, ils n'ont toujours pas réglé le problème des congés payés. Et donc on va se retrouver... qui traînent en fait depuis plusieurs mois. Il y a des gens qui ne travaillent pas depuis un an, mais qui cotisent quand même des congés payés. Donc c'est quand même une petite subtilité à la française. Donc nous dire de recruter des gens pour en plus après se retrouver à cotiser 10%. Et puis c'est un coût pour l'embauche. C'est un coût, c'est de la trésorerie future, c'est de l'argent qu'il va falloir décaisser. Et donc, en fait, rentrer un salarié qui ne pourra pas travailler pour le mettre au chômage partiel et ensuite nous cotiser des congés payés pour ensuite devoir les payer alors que finalement ils ont été cotisés sans raison, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie possible. Donc, demander aux employeurs, comme le disait Romain, sans qu'ils sachent vraiment si leur entreprise va être viable à terme, de recruter dès maintenant, je pense que c'est quand même un peu compliqué. Et les embauches se font sur les perspectives, normalement. Les embauches se font sur, on sait quand on va rouvrir, on a une idée à peu près du chiffre d'affaires qu'on va générer, et on sait qui est-ce qu'il va falloir qu'on recrute. Et aujourd'hui, le manque de visibilité rend la chose extrêmement compliquée. L'autre question qui se pose actuellement, c'est rouvrir, oui, mais avec quel personnel? Il y a un chiffre, d'ailleurs une étude à laquelle vous aviez participé, avec 3 autres organisations patronales représentatives du secteur. Près de 100 000 salariés qui pourraient manquer et à la reprise, annoncée pour la mi-mai. C'est une inquiétude que vous avez pour la réouverture, justement, ce manque de personnel? Peut-être un personnel qui a décidé de se reconvertir? Oui, alors en effet, on a eu des chiffres dernièrement, c'est 110 000, on parle de destruction d'emplois. Donc ce n'est pas des licenciements, c'est des salariés qui arrêtent ce métier de l'hôtellerie, de la restauration. Parce que ce sont des contraintes, ce sont des horaires décalés, c'est assez intense. Oui, tout à fait. C'est un métier... Vous travaillez quand les autres ne travaillent pas, a priori. Oui, voilà. C'est un métier qui apporte son lot de travail. Donc oui, il faut travailler à certaines heures, qui apporte ses avantages aussi. Il ne faut pas oublier, dans tous les métiers, il y a du plus et il y a du moins. Nos métiers, c'est déjà un métier d'accueil, donc ça fait partie de la joie. Il faut aimer ce genre de choses, bien évidemment. Le contact. On a quand même beaucoup d'avantages dans notre métier. On peut parler de la mutuelle, on peut parler du repas le midi quand même ou du soir, en fonction qui est servi aux salariés, qui est compris dans sa paye. Et c'est quand même, quand on voit combien ça coûte de se nourrir, surtout quand actuellement on est à la restaurant fermé et qu'on mange chez soi, c'est un certain coût. Il y a beaucoup d'avantages. Donc oui, on parle de 110 000 destructions d'emplois, de gens qui ont changé de métier. Je pense que ce sont des gens qui malheureusement, il faut repenser aussi à tout ce qui est métier d'extra, qui est un métier à proprement parler. C'est des gens qui ont choisi d'être des salariés en extra, qui aimaient ce choix de vie, de travailler à certains moments au moment de leur vie pendant plusieurs mois et après partir plusieurs mois en congé. C'était un choix, malheureusement, ils étaient très mal, ils étaient oubliés au départ de la crise. Donc se retrouver sans rien du jour au lendemain, ils ont dû changer. On peut penser aux saisonniers aussi qui ont perdu pour beaucoup. Comme vous annonciez tout à l'heure, ce sont les saisonniers qu'on a l'habitude de faire travailler. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui reviennent régulièrement, qu'on peut mettre en activité partielle. Donc malheureusement, les établissements qui arrivent à garder leurs saisonniers, ils peuvent avoir ce choix-là. Mais ceux qui changent régulièrement de saisonnier, parce qu'un saisonnier, c'est quand même compliqué à conserver, à le fidéliser, etc., puisqu'on a le marché de l'emploi qu'on connaît, on ne peut pas faire entrer n'importe qui en activité partielle. Donc, il y a aussi plein de choses. C'est un métier qui était déjà tendu point de vue emploi. Oui, alors voilà, c'est ça, qu'il y avait déjà une certaine pénurie avant même la pandémie. Donc là, ça a aggravé. Il va falloir retrouver des gens, les former aussi. Alors, les apprentis, j'allais y venir aussi. Les apprentis qui, malheureusement, pendant 1 an, quasiment, n'ont pas pu travailler et apprendre. C'est un métier quand même de professionnel avec des gestes. Et les cours, c'est bien beau, s'entraîner chez soi. Oui, la théorie et la pratique, oui. On a quand même un grand écart. Donc, on a tout le passif, entre guillemets, de renseigner. Pourtant, ce sont des jeunes qui ont envie. On voit bien que les apprentis sont là aujourd'hui, seront là demain, puisque les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y en a qui veulent demander d'apprendre. Donc, on aura toujours du monde pour travailler. Après, il faut remontrer le bon côté. C'est sûr que quand on a perdu l'habitude de travailler 7 jours sur 7,
et qu'on était chez soi, retrouver une vie de famille, c'est une chose. Le retour. Mais le retour aux sources, ce métier, Ouais. c'est un métier de passion. Donc, il suffit parfois juste de rallumer la flamme et de voir le bon côté. On voit par exemple les émissions de cuisine qui donnent envie de cuisiner. Mais il n'y a pas que la cuisine dans nos métiers. Il y a la salle. Et la salle, c'est l'accueil, c'est le service, c'est les échanges avec le client, c'est voir leur visage quand on les sert, quand ils mangent le repas. Donc, tout ça fait partie du côté qualitatif et le côté qui fait plaisir et qui donne envie de faire ce métier. En tout cas, rallumer la flamme, visiblement, pas besoin de convaincre les Français. Ils sont 60% à déclarer vouloir plus que jamais retrouver le chemin des restaurants à la levée des mesures sanitaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. 44% même affirment que dîner dehors sera la première chose qu'ils feront. Comment on peut faire en sorte finalement que, malgré les directives, un protocole sanitaire lourd, aller au restaurant reste une expérience ? Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui le montrent effectivement. J'ai lu les chiffres que vous nous avez donnés. Nous, on a fait une autre étude aussi en février dernier. Ça va au-delà d'avoir envie de retourner au restaurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sondage qu'on a mené en février-mars montre que les gens ont non seulement envie d'aller au restaurant, mais ont compris, parce qu'on a beaucoup parlé des restaurants pendant cette crise, de ce qu'était le métier. Et peut-être que c'est aussi encourageant et ça développera peut-être des vocations. En tout cas, il faut l'espérer. Et Romain l'a bien dit, c'est pas que des contraintes. Il y a plein d'avantages à travailler dans ces métiers. Et aujourd'hui, on voit des clients qui non seulement ont envie d'aller au restaurant, mais ont envie de s'engager auprès de leur restaurant, ont envie de choisir des restaurants justement qui sont ancrés dans leur écosystème. On parle beaucoup des restaurateurs qui ont été arrêtés, mais il y a toute la chaîne des producteurs, des artisans, des vignerons avec lesquels ces restaurants vivent. Et je pense que ça, les clients l'ont compris et ils ont envie de faire partie du succès de ces restaurants. Ils sont prêts à s'engager, notamment par de exemple la ville dans laquelle vous avez envie d'habiter demain. Est-ce que vous voulez une ville sans restaurant, sans établissement? Non, je pense que les gens ont envie et on voit des clients qui ont envie d'aller plus souvent au restaurant. C'est ça, contribuer, prêts à financer un payer projet en avance pour aller au restaurant, pour s'assurer justement, quand on paye un repas par exemple à l'avance pour réserver, etc., ça permet de s'assurer des flux peut-être de façon plus facile. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle les no-shows, qui pour les restaurateurs sont assez compliqués puisque c'est le client qui va réserver puis ne pas venir. Donc dans une période Covid où toute la gestion des flux est un petit peu plus sensible, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est des démarches sur lesquelles en tout cas le client s'exprime en disant qu'il est prêt à faire un peu plus d'efforts, d'engagement, même voire à s'investir et de devenir associé d'un un tiers des personnes interrogées. Exactement. Prêt à s'associer. Ce client qui, demain, il aura quoi comme offre? Est-ce qu'on va garder justement avec toutes ces initiatives qui se sont développées, livraison, click and collect sur des restaurants physiques qui n'étaient pas du tout habitués à la pratique? Quel modèle demain? Ce sera un modèle hybride avec des restaurants physiques, des restaurants qui livrent, où on pourra venir chercher son repas, de la livraison. Ce sera un peu tout ça, bien sûr correspondant à des besoins différents. Moi, j'ai plusieurs certitudes. Alors, l'avenir dira si on a eu raison ou si on a eu tort. C'est que je pense que le restaurant est un lieu d'expérience où on continuera à aller. Et la livraison, les dark kitchen, comme on veut les voir, comme potentiel rival, on peut toujours les opposer, mais en fait, rival d'un restaurant, pour moi, c'est pas le même métier déjà. Ils ne sont pas concurrents, c'est pas le même métier et c'est pas le même besoin et la même expérience. Rien à voir. Quand on va au restaurant, c'est pour sortir, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour vivre une expérience. Et je crois beaucoup à l'expérience au restaurant. C'est pour ça que tous nos restaurants, d'ailleurs, sont des restaurants d'expérience, avec de la musique, avec une décoration, avec un menu spécifique. Quand la livraison est un produit de commodité, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire mes courses, j'ai rien dans le frigo, je me fais livrer, ou j'ai pas envie de faire la cuisine. Voilà, c'est n'a rien à voir. À la limite, c'est plus un concurrent de la grande distribution que du restaurant, la livraison. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un modèle qui va se faire entre les deux, entre la sortie au restaurant pour voir ses amis, pour faire du social, découvrir des lieux. Et puis une partie fondamentalement livrée à la maison parce qu'on se rendra compte que finalement, c'est pas plus mal de ne pas se déplacer, faire ses courses et de se faire livrer un produit fini de qualité. Parce qu'il y a aussi un marché qui évolue beaucoup sur le sujet. Et d'ailleurs, des grands chefs qui se sont lancés dans les dark kitchen. D'ailleurs, vous avez changé le nom dark kitchen. Ça s'appelle Dévore maintenant. Ouais, ça s'appelle Dévore. Et d'ailleurs, un point intéressant, parce que tout à l'heure, vous parliez du marché de l'emploi. Nous, on voit qu'on a une énorme demande, parce que nous, on se développe en franchise maintenant, et on a reçu plus de 200 candidatures pour ouvrir ce genre de point de vente. Donc, il faut voir que le marché de la restauration, qu'il soit virtuel ou traditionnel, continue à attirer. Et ce sont des gens qui ne venaient pas de la restauration. Ce sont des gens qui avaient des jobs dans des grosses boîtes. Donc, malgré la crise, sont prêts à s'engager et donc ça, c'est quand même démarrer une nouvelle carrière. Merci à tous.
Merci Romain Vidal, secrétaire général du GNI Île-de-France, Jean Valfort, fondateur et CEO de Panorama Group, ça reste bien ce nom-là, et Célia Tinck, secrétaire générale du Collège culinaire de France. Merci à tous les trois. À bientôt. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. Attention, on parle de la triche dans les CV. Fenêtre sur l'emploi, allonger une expérience, réduire de quelques semaines une période d'inactivité, maquiller son CV pour le rendre plus attrayant mais aussi plus attractif. Embellir, oui, peut-être, mais c'est mentir. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, Yoann Zibi. C'est un grand mot, mais bon. Yoann Zibi, vous êtes CEO d'Evrycheck. Merci d'être venu sur notre Avec plateau. plaisir. Merci de me recevoir. Alors, Evrycheck propose de vérifier en fait, la fiabilité des informations que l'on met sur un CV. Hein. Donc, service proposé aux entreprises Exactement. qui veulent s'assurer effectivement que le CV qu'ils reçoivent, enfin, tous les CV qu'ils reçoivent sont assez propres à la réalité et à l'expérience du candidat. Exactement. On va travailler, nous, sur l'aspect factuel du CV. Donc, vérifier que les informations données sur ce document, qui est le curriculum vitae, que plein de gens veulent tuer, mais qui existe toujours, sont réelles. Donc, notre travail va porter sur des éléments factuels, donc des informations un peu froides, qui seront les dates d'entrée, les dates de sortie, l'intitulé du poste, de comment ça s'est terminé, est-ce que le diplôme a été passé, obtenu en France, à l'étranger ou autre. Et donc, notre travail porte là-dessus depuis plus de 5 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on qualifierait de petits mensonges et à l'inverse de gros mensonges? Gros mensonges, j'imagine, un diplôme qu'on n'a pas du tout. Gros mensonge, alors, petit mensonge, pour commencer, c'est ce qu'on va qualifier de feu orange chez nous. C'est des choses pas bien graves. Il faut savoir que on intervient, nous, à la fin du cursus de recrutement. On intervient au moment de l'offre. Donc, vous trouvez votre candidat, vous avez envie de l'embaucher. C'est là qu'on intervient. On fait la vérification avant l'édition d'une offre. Mais le candidat ne sait pas qu'il y aura une vérification dès lors qu'il rentre dans le processus. Alors si, nous on demande à nos clients de prévenir le client très tôt, de son candidat très tôt. D'accord. De lui dire à la fin vous passerez par un autre prestataire. Donc nous on intervient à la fin. Donc on estime qu'un petit mensonge ne va pas faire dérailler le recrutement qui était en cours. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, qui ne va pas changer ce que vous étiez sur le point d'acheter, entre guillemets. Et ce sera quoi Ça va être... maîtrise de l'anglais alors que pas du tout. Alors, non, mais parce que c'est pas factuel. Moi, je peux estimer que vous parlez très bien anglais, quelqu'un moins. Non, ça va porter plutôt sur un écart de date pas très important, un écart de poste pas très important, quelque chose d'un peu galvaudé, ou un diplôme qui a changé de nom. Donc, on va dire, bon, à noter que c'est pas exactement ce que c'était, mais rien de grave. En revanche, un feu rouge, ce qui représente quand même un CV sur 8 chez nous. Hein. C'est quand même quelque chose de... C'est une réalité. Le feu rouge, lui, va peut-être et sûrement faire dérailler le recrutement qui était en place. Donc là, ça va être un diplôme pas passé. Vous dites travailler depuis 5 ans, en fait, vous travaillez depuis 5 jours. Enfin, on a des trucs assez incroyables. Il y a un problème de cadre temporel. Ouais, exactement. On n'a pas tous la même vision. Il y a le fameux niveau BTS qui est en fait pas un BTS. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont faire que le recrutement va être en tout cas rechallengé à ce moment-là. Et on va redéfinir si on a envie de l'embaucher ou pas. Est-ce que le contexte actuel de pandémie, avec des tensions sur l'emploi qui sont plus importantes, favorise le recours au mensonge sur le CV, peut-être pour sortir du lot? Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais sur nos chiffres, Evrycheck, c'est à peu près 10 000 CV par an aujourd'hui, on a vu une augmentation de 10% du taux de mensonge. Quand même. Avec le contexte sanitaire. Alors, on l'a vu avec des disparités. Tous les métiers n'ont pas été impactés de la même manière. Dans le pas tous les médical, secteurs, les mêmes secteurs aussi. Exactement. Dans le secteur médical, on a vu une augmentation très forte du taux de mensonge. Ce qui peut être grave en ce soi. qui est, pour nous, le cas le plus grave. Oui. Mentir pour un job de consultant, c'est pas bien grave. Mentir pour un emploi d'infirmière ou d'aide à enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, oui, on a vu une augmentation à ce moment-là. Et ça va être de quel ordre? Est-ce que les mensonges ont tendance à changer, en fait Non, c'est juste que la précarité augmente et que les gens veulent un job et qu'au lieu de candidater à 5 annonces, ils vont candidater à 25 annonces. Et il y a un deuxième effet, c'est que un certain nombre de recrutements se font à distance maintenant. Oui. Donc en visio et par téléphone, et c'est formidable dans la majorité des cas. Sauf que le recruteur, il n'a plus le flair qu'il peut avoir. Normalement, il n'a plus cette sensation. Et donc ça c'est fait beaucoup plus une facile véritable barrière. En fait, vous arrivez à détecter peut-être des signaux faibles lors d'une rencontre physique. Alors, nous, on estime que si vous recrutez depuis 15 ans, vous avez un feeling.
Alors, c'est souvent forgé d'a priori. C'est un métier en même temps. Voilà, c'est un métier. C'est comme l'agent immobilier qui va voir tout de suite si le dossier a un problème. Sur le recrutement, c'est la même chose. Là, vous êtes derrière des écrans, c'est très froid. Les gens sont chez eux. C'est pas le même rapport, en fait. Et il est plus facile de raconter une histoire qui va durer 15 minutes derrière un écran que chez un futur employeur avec le costume et avec tout le cérémonial qui va avec. Donc, voilà, c'est des effets qui s'accumulent et on voit effectivement une hausse du mensonge chez nous. Mais vous avez aussi d'ailleurs établi un top 3 des mensonges. Alors, j'ai celui du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la première place, un remplacement de quelques jours qui devient un poste titulaire sur le CV. Donc voilà, quand vous êtes remplaçant et en fait, non, vous avez été titulaire. En deuxième position, la faute d'orthographe qui trahit le faux diplôme. C'est-à-dire qu'on va avoir carrément fait un faux. On a des faux. On a des faux. Mal photoshopé, du coup. Il n'était pas diplômé en Photoshop en tout cas celui-là. Mais ouais, je crois qu'il s'est trompé sur les dates, il a inversé. On a un top 3 tous les mois. Et assez hallucinant, une formation en visio qui devient une expérience. Ouais, c'est les grandes écoles aujourd'hui qui proposent des formations ou des petits modules et puis ils nous transforment ça maintenant en diplôme. Donc on en a tous les jours et puis c'est l'avantage de notre métier, on découvre des trucs tous les jours. Donc pour l'heure, en fait, quand vous scannez pas les diplômes, non. Vous y allez, j'allais dire à l'ancienne, coup de fil, vous appelez les écoles, comment vous vérifiez toutes les informations? On a une équipe de vérificateurs qui est à Rennes, qui ne font pas de l'enquête mais qui font de la validation. Nous, il faut comprendre qu'on va collecter l'autorisation du candidat en amont. Et quand on va lui collecter ces informations, on va lui demander quelques petits détails également. Dire est-ce que tu as vraiment eu ton diplôme, où est-ce que tu l'as eu, où est-ce que tu as travaillé, de quand à quand, quel contrat, etc. Donc en fait, on est chargé d'informations et quand on va aller vérifier les informations, on va pour valider en fait. Si je vous appelle pour dire il nous a donné ces informations-là, est-ce qu'elles sont vraies ou non? Donc notre travail, il est en partie automatique, parce qu'on a des logiciels qui vont ranger la donnée, il y a des bases de données qui sont ouvertes, qui vont aller chercher, il y a quelques algos qui vont faire aussi un peu de boulot, donc mais le gros, c'est auprès des employeurs. Un support informatique, algorithmique, et l'humain. Et l'humain toujours. Toujours. Merci beaucoup, Yoann Zivi. Merci de votre accueil. CEO d'Evrycheck. Attention si vous mentez donc dans vos CV. Smart Job, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur ce plateau. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur ce plateau. Je vous dis à bientôt, à demain et passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.